Dans les chapitres précédents, nous avons étudié le champ, le potentiel et l'énergie électrostatique créés par des corps chargés. Ces corps peuvent être des isolants ou bien des conducteurs. Dans ce chapitre, nous allons étudier rien que les conducteurs et plus précisément lorsqu'ils sont en équilibre électrostatique. Commençons par les propriétés générales des conducteurs en équilibre. On rappelle d'abord ce que c'est un matériau conducteur. Un matériau conducteur, c'est la charge macroscopique qu'il contient est libre, c'est-à-dire qu'il peut se déplacer en présence d'un champ électrique. Un conducteur est en équilibre électrostatique lorsque la charge qu'il contient reste au repos. Attention, ces charges peuvent se déplacer sous l'effet d'un champ électrique extérieur. Mais l'étude ne sera faite que lorsque le déplacement des charges s'arrête. Ça veut dire lorsqu'on atteint un nouvel état d'équilibre où les charges deviennent à nouveau au repos. Nous allons maintenant étudier le champ à l'intérieur et voisinage d'un conducteur en équilibre. Pour un conducteur en équilibre, les charges qui sont susceptibles de se déplacer sont au repos. Ça veut dire qu'ils ne sont soumis à aucune force extérieure. Donc, le champ E est nul en tout point d'un conducteur en équilibre. Et à partir de la relation E égale à moins gradient V, le potentiel est constant. Parce que le champ est nul, ça veut dire que le potentiel a la même valeur en tous les points d'un conducteur en équilibre. Par continuité, la surface du conducteur en équilibre est équipotentielle. Et par conséquent, les lignes de champ sont normales à la surface du conducteur. D'après la forme locale du théorème de Gauss, puisque le champ à l'intérieur est nul, on a la densité volumique de charge est nulle. Ça veut dire que les charges positives et négatives qui existent dans le conducteur se neutralisent. Et par conséquent, la charge électrique excédentaire d'un conducteur en équilibre est entièrement répartie en surface. Dans le cas d'un conducteur creux, et on suppose qu'il n'y a pas de charge à l'intérieur de la cavité, le champ est nul. Et finalement, on a le champ qui est partout nul dans le conducteur. Il en résulte également que la densité volumique de charge à l'intérieur est nulle. Et finalement, il n'y a pas de charge sur la surface intérieure de la cavité. Nous avons vu que le champ est normal à la surface du conducteur. Ceci s'écrit sous cette forme où le champ E est égal au module E que multiplié N, où N est un vecteur unitaire normal à la surface. Il reste à déterminer le module du champ E en deux points M au voisinage de la surface du conducteur. Ce calcul va être fait par le théorème de Gauss. Pour cela, on va considérer un élément de surface ds sur lequel s'appuie un tube de champ T et un élément de S' passant par M qui est parallèle à ds et qui découpe le tube de champ T. La surface fermée de Gauss choisie est formée donc par l'élément de S', le tube de champ T et une surface S seconde à l'intérieur du conducteur s'appuyant sur l'élément ds. Le flux du champ E à travers la surface fermée est égal à la somme des flux à travers chacune de ces surfaces. Le flux du champ à travers le tube de champ T est nul parce que le champ qui est parallèle au tube de champ T est normal à l'élément de surface dST. Le flux de champ à travers la surface S seconde est nul parce que le champ à l'intérieur d'un conducteur est égal à 0. Il reste le flux de champ à travers l'élément de S', qui est égal par définition au produit scalaire du champ E et de l'élément de S'. Et puisque le champ E et ds ont le même sens et la même direction, donc est égal au produit E de S'. Est égal à E de S parce que l'élément de S est égal à ds' et parce que l'élément de S' est infiniment voisin de ds. La charge intérieure à la surface de Gauss est celle qui est sur l'élément ds, donc est égale à sigma ds. Et en appliquant le théorème de Gauss, on trouve
que le module du champ E est égal à sigma sur epsilon 0. D'où le théorème de Coulomb, qui dit que le champ E est normal à la surface et a pour module sigma sur epsilon 0. Le champ est dirigé vers l'extérieur si le conducteur est chargé positivement, ça veut dire si la sigma est positive, et il est dirigé vers l'intérieur si le conducteur est chargé négativement, c'est-à-dire si sigma est négatif. On va maintenant voir le pouvoir des pointes. L'expérience a montré que la densité de charge sur la surface d'un conducteur varie en sens inverse de son rayon de courbure. C'est-à-dire, plus le rayon de courbure est faible, plus la densité de charge est très grande. Et dans ce cas, si le conducteur présente une pointe, ça veut dire une région de très faible rayon de courbure, la densité de charge sera très forte. Et par conséquent, le champ au voisinage de cette pointe serait très intense, d'après le théorème de Coulomb. Ceci, il va induire une ionisation de l'air, c'est-à-dire formation d'ions positifs et d'ions négatifs. Et la pointe, elle va attirer les ions de signe contraire à celui de sa charge, et par conséquent, elle va se décharger. Donc, il est impossible de conserver la charge d'un conducteur muni d'une pointe. On va maintenant calculer la pression électrostatique sur la surface d'un conducteur en équilibre. Pour cela, on va considérer un élément ds infiniment petit sur la surface du conducteur qui porte la charge du Q est égale à sigma ds. On va considérer également deux points infiniment voisins du conducteur, M à l'extérieur du conducteur et P à l'intérieur du conducteur. Les charges sigma ds qui se trouvent sur l'élément ds créent en M et P deux champs petit E1 et petit E2 qui sont égaux en module et qui sont de signe contraire, tel que E1 égale à moins E2. Les charges qui sont à l'extérieur de ds, c'est-à-dire le reste du conducteur, vont créer en M et P le même champ grand E1, parce que les points M et P sont infiniment voisins. Et finalement, le champ résultant en M est égal à petit E1 plus grand E1, et le champ résultant en P, c'est grand E1 plus petit E2. Ce champ est nul parce que le champ à l'intérieur d'un conducteur est égal à 0. Le champ en M est égal à sigma sur epsilon 0 d'après le théorème de Coulomb. Et puisque E1 plus E2 est égal à 0, on trouve que le champ E1 est égal à sigma sur 2 epsilon 0. Rappelons que le champ E1, c'est le champ créé par tout le conducteur sur l'élément ds. Et par conséquent, la force exercée sur l'élément ds est égale à dq fois E1. Remplaçant dq et E1 par leur valeur, on trouve sigma carré ds sur 2 epsilon 0. Et par définition, la pression électrostatique sur un élément de surface du conducteur est égale à dF sur ds, et finalement c'est sigma carré sur 2 epsilon 0. Donc, si le conducteur n'est pas rigide, sa surface peut subir une déformation à cause de la pression électrostatique. On va maintenant calculer la capacité d'un conducteur en équilibre. Supposons qu'on a un conducteur en équilibre de surface S et de densité de charge sigma, et bien sûr, il faut qu'il soit éloigné de tout autre conducteur. Alors, en un point M quelconque du conducteur, le potentiel P est donné par cette expression. Et la charge totale du conducteur est Q est égal à l'intégrale double sur toute la surface chargée de sigma ds. Si on modifie maintenant la densité sigma par une autre densité sigma prime, telle que sigma prime est égal à k sigma, on trouve que le nouveau potentiel V prime est égal à k fois V et la nouvelle charge Q prime est égale à k fois Q. Le rapport Q prime sur V prime est égal à Q sur V. Il reste inchangé. Ce rapport qu'on note C est appelé capacité du conducteur isolé en équilibre. La capacité C est toujours positive parce que la charge Q et le potentiel ont le même signe. La capacité ne dépend que des paramètres géométriques du conducteur. Elle ne dépend
ni de la charge, ni du potentiel. L'unité de C est le farad, et puisque cette unité est très grande, on utilise en général le microfarad. Alors, comme exemple, on va calculer la capacité d'un conducteur sphérique isolé. Supposons qu'on a une sphère conductrice de centre O et de rayon R. La charge Q est répartie entièrement en surface et le potentiel est le même partout. Pour le calculer, on peut le calculer là où on veut. Dans l'exemple de la séance précédente, nous l'avons calculé sur la surface d'une sphère chargée en surface. Et on a trouvé que la valeur du potentiel sur la surface est égale à Q sur 4 pi epsilon 0 R. Cette fois-ci, on va le calculer d'une autre manière. On va le calculer au centre O parce que c'est plus facile. Alors, le potentiel en haut, par définition, c'est l'intégrale double de Q sur 4 pi epsilon 0 R sur toute la surface S, où R est la distance entre la charge du Q et le point O. Or, toutes les charges se trouvent à la même distance R. Donc, petit r égale à grand R, qu'on fait sortir de l'intégrale, et l'intégrale double de Q, ce n'est que la charge totale Q. Le rapport CQ sur V égale à 4 pi epsilon 0 R. Et il ne dépend ni de Q ni de V, et il ne dépend que des paramètres géométriques du conducteur, qui est dans ce cas le rayon de la sphère. Le calcul de l'énergie d'un conducteur chargé en équilibre se fait à partir de l'expression de l'énergie d'une distribution superficielle de charge, parce que la charge elle est répartie en surface. Donc, E égale l'intégrale double de sigma V de S. Puisque tout le conducteur est au même potentiel, donc on peut faire sortir le potentiel V, et l'intégrale double de sigma de S, ce n'est que la charge totale Q. Donc finalement, l'énergie électrostatique, c'est 1,5 Q fois V. Q, c'est la charge du conducteur et V, c'est le potentiel du conducteur. Ici, on remplace Q par CV, on trouve 1,5 CV au carré ou bien 1,5 Q carré sur C. Si on a un système de N conducteurs en équilibre, l'énergie électrostatique totale, c'est 1,5 sigma de I égale à 1 jusqu'à N de QI VI, où QI et VI sont la charge et le potentiel de chaque conducteur I. Jusqu'à maintenant, nous avons vu les propriétés d'un conducteur en équilibre qui est loin de toute influence due à un champ extérieur. Dans ce qui suit, nous allons voir les phénomènes d'influence, c'est-à-dire la modification de la distribution des charges électriques d'un conducteur qui est due à la présence d'un autre conducteur. Prenons comme exemple, supposons qu'on a un conducteur B qui est neutre et lorsqu'on fait approcher un corps A qui est chargé positivement, ce corps il va induire un champ EA qui va pousser les charges positives d'un côté et les charges négatives de l'autre côté. Donc le corps A est appelé un corps influençant et le corps B est appelé corps influencé. Un conducteur, il va subir une influence électrique en étant en deux cas, soit qu'il est isolé de toute source de potentiel ou bien relié à une source de potentiel constant. Dans le cas d'un conducteur isolé, supposons qu'on a un conducteur B qui est initialement neutre, ça veut dire que sa charge est nulle et par conséquent le potentiel est nul. Et évidemment, le champ à l'intérieur du conducteur en tout point P est nul. Si on fait approcher un corps A chargé positivement au conducteur B, ce conducteur va créer un champ EA qui va pousser les charges positives les plus loin possible et qu'on va noter que plus, et il va attirer les charges négatives, ces charges qui sont appelées Q1. Au fur et à mesure du déplacement des charges, il va se créer un champ inverse qui est dirigé des charges positives vers les charges négatives. Et le déplacement de ces charges s'arrête lorsque le champ global à l'intérieur du conducteur est nul. Ça veut dire lorsque EA plus EB est égal à 0.
La charge du conducteur P, elle reste constante. Il était égal à 0. Donc, finalement, la somme de ces charges, elle va rester égale à 0. Donc, on a Q moins égale à Q plus. Donc, on remarque que la charge elle reste constante, mais la distribution des charges qui a été modifiée. Et par conséquent, son potentiel peut varier. Dans le cas d'un conducteur relié à une source de potentiel V, le champ 1A créé par le conducteur A fait attirer les charges négatives de ce côté-là et pousse les charges positives le plus loin possible, c'est-à-dire vers la source de potentiel V. La charge du conducteur a été modifiée, elle n'est plus nulle. Par contre, le potentiel du conducteur reste constant et il est égal à celui de la source de potentiel V. Si on coupe la liaison entre le conducteur P et la source de potentiel V, les charges négatives vont se répartir sur toute la surface du conducteur. Et ceci, il va constituer une autre méthode pour charger un conducteur par influence. Théorème des éléments correspondants. Supposons qu'on a deux conducteurs C et C'. Le conducteur C est chargé positivement et le conducteur C' est chargé négativement. Les lignes de champ partent du conducteur C et arrivent vers le conducteur C'. Si on prend un tube de champ T qui découpe le conducteur C en ds et découpe le conducteur C' en ds', l'élément ds porte une charge Q et l'élément ds' porte une charge Q'. L'élément ds et ds' sont appelés des éléments correspondants. On va établir la relation entre la charge Q et la charge Q' des éléments correspondants par le théorème de Gauss. Pour cela, on va choisir une surface fermée qui est formée par le tube de champ T, une surface quelconque à l'intérieur du conducteur C s'appuyant sur l'élément ds et une surface quelconque à l'intérieur du conducteur C' s'appuyant sur l'élément ds'. Le champ à travers la surface fermée est égal à la somme des flux à travers chacune de ces surfaces. Le flux de champ à travers sigma C et à travers sigma C' est nul parce que le champ à l'intérieur du conducteur est égal à 0. Le flux à travers le tube de champ T est également nul car le champ E qui est parallèle au tube est perpendiculaire à l'élément ds. La somme des charges intérieures à la surface fermée est égale à la charge Q plus la charge Q'. Si on applique le théorème de Gauss, on trouve que Q' égale à moins Q. Ça veut dire, si on a deux éléments correspondants, ils vont porter des charges égales et de signes contraires. On dit qu'il y a une influence totale lorsque le conducteur influençant est entouré complètement par le conducteur influencé. Si par exemple le conducteur A porte une charge QA, toutes les lignes de champ qui partent du conducteur A, ils tendent vers la face interne du conducteur B. Et par le théorème des éléments correspondants, toute la charge QA sur A va se trouver sur la face intérieure de le conducteur B, mais de signe contraire. Donc, la face interne de B va porter une charge moins QA. On appelle influence totale. Et la face externe de B, il va porter une charge Q extérieure qui dépend de sa charge initiale Q0 et de son état. Est-ce qu'elle est isolée ou bien reliée à une source de potentiel constant? Supposons par exemple que le conducteur P est isolé et porte une charge initiale Q0. Après influence, on a deux charges. La charge de la face interne, c'est moins QA, et la charge de la face externe, qu'on appelle Q extérieur. Et celle-ci doit être égale à la charge Q0 initiale. Donc, Q extérieur, c'est Q0 plus QA. Alors, qu'est-ce que c'est un écran électrique? Supposons qu'on a deux conducteurs A et B, et on entoure le conducteur A par un autre conducteur C. On dit que le conducteur C joue le rôle d'un écran électrique s'il annule tous les effets électriques produits par A sur le conducteur B et inversement, il annule tous les effets électriques produits par le conducteur B sur le conducteur A. Voyons ce qui se passe lorsque le conducteur C est isolé.
Maintenant, si le conducteur B est chargé, il va attirer les charges de signe conducteur sur la face externe de C et finalement il se produit un champ de manière à ce que le champ à l'intérieur du conducteur C reste nul qui annule tous les effets sur le conducteur A. Par contre, si le conducteur A est chargé positif par exemple, il va attirer les charges négatives sur la face interne du conducteur C et sur la face externe de C, il vont apparaître des charges positives qui vont créer un champ sur le conducteur B qui vont modifier sa charge électrique. Donc, un conducteur creux isolé ne joue pas le rôle d'un écran électrique parce qu'il ne protège pas les corps extérieurs contre les actions électriques provenant des corps situés dans sa cavité. Voyons ce qui se passe lorsque le conducteur C est relié au sol. C'est le même raisonnement que tout à l'heure, sauf cette fois-ci, la charge qui va apparaître sur la face extérieure de C et qui provient de l'influence de A va s'écouler vers le sol et l'action sur le conducteur B s'annule. Donc, un conducteur creux relié au sol fait écran pour les actions électriques dans les deux sens. Il protège l'intérieur contre les actions électriques provenant de l'extérieur et inversement. C'est pour cela qu'en pratique, pour protéger les appareils électriques contre toute influence, on les enferme dans des enceintes métalliques fermées qu'on met en communication avec le sol. On va voir maintenant les capacités et le coefficient d'influence d'un système de conducteurs en équilibre. Supposons qu'on a un système de conducteurs placé dans le vide. Maintenant, on va porter le conducteur A à un potentiel V1 et tous les autres conducteurs au sol, c'est-à-dire au potentiel nul. À l'équilibre, on va obtenir que le conducteur 1 va se charger avec une charge Q1 qui est proportionnelle à V1 et qui est le même signe. C'est-à-dire si le potentiel V1 est positif, la charge Q1 est également positive. Par contre, les autres conducteurs de jusqu'à N vont se charger par influence. Donc si V1 est positif, là, ils vont se charger négativement et proportionnellement à V1. Donc Q de 1, c'est de 1 V1 et ainsi de suite jusqu'à Qn1, c'est Cn1 V1. On fait la même chose maintenant pour le conducteur 2. On va le porter à un potentiel V2, qu'on peut supposer positif, et tous les autres conducteurs au sol, V égale à 0. Donc à l'équilibre, le conducteur 2 va se charger positivement et proportionnellement à V2, et les autres conducteurs 1 jusqu'à N vont se charger négativement et proportionnellement à V2. La même chose, on le fait pour chaque conducteur jusqu'au conducteur N. Maintenant, si on porte simultanément le conducteur 1 au potentiel V1, le conducteur 2 au potentiel 2 jusqu'au conducteur N au potentiel Vn, on va obtenir un état d'équilibre qui n'est que la superposition des états d'équilibre précédents. Finalement, on obtient un système d'équations linéaires qui relie les charges du conducteur Q1 jusqu'à Qn au potentiel V1, V2 et Vn, où les coefficients C et J sont indépendants du potentiel et de la charge. Ils ne dépendent que des paramètres géométriques du conducteur. Les coefficients C et I, C11, C2 jusqu'à Cnn, sont appelés capacité du conducteur I en présence des autres conducteurs. Les coefficients C et J sont appelés coefficients d'influence du conducteur J sur le conducteur I. Les coefficients C et I sont positifs parce qu'ils relient la charge du conducteur I au potentiel VI qui lui est relié et qui sont de même signe. Par contre, le coefficient CIJ est négatif parce qu'il relie la charge QI du conducteur I qui est due par influence du conducteur J qui est relié au potentiel VJ et qui sont de signes contraires. Enfin, il faut faire attention que la capacité du conducteur I en présence des autres conducteurs est différente de la capacité du conducteur I lorsqu'il est seul.